Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Je m'appelle Dounia Zelou et j'accompagne des transformations humaines et organisationnelles conscientes qui contribuent à l'émergence d'un monde plus durable et heureux. L'intention du podcast Reconnexion est de permettre à la nouvelle génération d'entrepreneurs, de changemakers, d'artistes et de guérisseurs de trouver leur juste place grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Reconnexion. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Julie Varin, amie et coach en développement personnel, pour parler d'une thématique qui nous concerne tous, la créativité. Et plus particulièrement, le fait de libérer sa créativité. Julie accompagne des personnes en quête de leurs propres réponses dans cet état en tant que coach, avec le secret espoir de les assister dans leur propre reconquête de leur créativité. Julie, merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à toi, Dounia, de m'offrir cet espace de parole dans ton podcast Reconnexion. Avec grand plaisir. Alors, la créativité, Julie, est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que ça représente pour toi ? Eh bien, écoute, déjà, j'ai envie de te dire, c'est quand même un sacré hasard parce que tu m'interviews sur ce sujet-là et l'année dernière, c'était moi qui prenais ta place et j'avais l'opportunité d'interviewer un certain nombre de gens sur ce sujet-là dans le cadre de création de formation pour une école. Et c'était super intéressant et tout ce que je vais partager aujourd'hui, il y a un certain nombre d'informations qui viennent de mes propres compréhensions, mais il y a aussi un certain nombre de compréhensions qui viennent de ces personnes, donc je dois leur rendre un petit peu honneur quand même au travers de ce podcast. Et la créativité, pour moi, j'ai envie de dire, en tant que coach, puisqu'on s'intéresse aussi quand même au travers de nos parcours de formation coaching au sujet que sont les neurosciences, il y a évidemment un sujet autour du cerveau. Donc on a au niveau du néocortex un espace gauche qui est plutôt dédié à la planification, au raisonnement, à l'analyse des informations, et un cerveau droit qui est plutôt celui dédié à ce qu'on appelle l'espace solution, donc à la résolution de problèmes, à la résolution de sujets dont on peut avoir besoin au quotidien. Souvent, quand on parle de créativité, la première chose qui vient à l'esprit des gens, ça va plutôt être une dimension artistique. Et c'est réel, quand on parle de créativité, bien sûr, les gens qui sont plutôt avec des profils artistes ont bien évidemment une certaine forme de créativité, plutôt riche d'ailleurs, mais ce n'est pas que ça. Il ne faut pas, par exemple, renier la capacité de créativité d'une personne qui aurait plutôt un profil ou un cursus de formation ingénieur, parce que dans les métiers d'ingénierie, on est souvent confronté à des problématiques pour lesquelles il faut aller trouver des solutions. Et la créativité, souvent, et là je vais reprendre une phrase qu'une des personnes que j'avais interviewées l'année dernière, qui s'appelle Maxime Robin, et qui est chanteur-conférencier sur des sujets autour de l'amour. J'avais interviewé Maxime en lui disant « Qu'est-ce que c'est pour toi la créativité ?» Et une des premières phrases qu'il m'avait dites était « Je ne sais pas qui a dit cette phrase ». Et effectivement, je l'ai cherché un peu partout, je n'ai pas retrouvé son auteur, mais c'est un peu tombé, on va dire, dans le domaine public. De la contrainte naît la créativité. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand on est face à une problématique, eh bien, il faut aller chercher un certain nombre de solutions. Et quand on est sur une problématique qu'on a déjà rencontrée, très souvent c'est le cerveau gauche qui intervient, puisqu'il va analyser la situation, il va dire « Ah, j'ai déjà rencontré, hop, dans ma panoplie de solutions préétablies, je vais te sortir un petit truc tout fait ». Mais là où ça devient problématique, c'est quand on est confronté à un nouveau problème. Et souvent, le réflexe ou la façon dont nos cerveaux ont été un petit peu modelés par la société dans laquelle on vit, qui est une société très mentale, fait qu'on va systématiquement, inconsciemment, chercher des solutions dans ce cerveau gauche. Mais il va pas forcément avoir cette capacité de créativité. Et parfois, on peut avoir tendance un petit peu à bugger, hein, comme un
un personnage de jeu vidéo qui se taperait le front contre un mur parce que on trouve pas la solution. Et c'est dans ces moments-là qu'effectivement c'est important d'arriver à basculer dans le cerveau droit parce que c'est là qu'on va développer des idées nouvelles. Et dans le coaching, souvent, c'est ce qu'on tente de faire, d'accompagner les personnes pour entrer dans ce qu'on appelle cet état de flow, qui en réalité correspond à des ondes cérébrales dites de type alpha, donc une certaine fréquence au niveau du cerveau. Donc on accompagne les personnes pour aller dans cet état de flow pour leur permettre en fait tout simplement de basculer du cerveau gauche au cerveau droit et aller s'autoriser à explorer des nouvelles solutions qui ne sont bien évidemment pas connues du cerveau gauche et pour lesquelles finalement ils n'ont jamais eu l'opportunité de tenter ces nouvelles solutions-là, si je puis dire. Donc pour moi vraiment, la créativité, ça part à la base de notre environnement, on va être mis sous contrainte, et de cette contrainte, en fait, peut naître de nouvelles idées, de nouvelles solutions, à la condition, bien sûr, d'être capable d'accéder à cet état de flow, ou en tout cas d'y être sensible, pour pouvoir aller chercher de nouvelles solutions, de nouvelles idées. Et qu'est-ce qui permet d'accéder à cet état de flow? Qu'est-ce qui peut faciliter le fait d'y accéder? Alors pour ma part, ce que j'ai compris de mon propre chemin, ce sont des solutions que j'ai mis en œuvre, mais sans le savoir, puisque moi, ce qui m'a poussée à me connecter à l'état de flow, à la base, c'était vraiment une situation personnelle tendue, on va dire un état psychologique d'épuisement lié à la suractivation de mon mental, puisque comme beaucoup de personnes, j'ai exploré une situation, on va dire de type burn-out. Et quand on est en burn-out, souvent, c'est vraiment tous nos programmes liés au cerveau gauche qui s'emballent et puis la machine bug un petit peu parce qu'elle n'arrive plus justement à trouver ses solutions. Et comme mon cerveau était un petit peu malmené, j'ai vraiment éprouvé le besoin de le mettre au repos. Et finalement, la meilleure solution que j'ai trouvée pour le mettre au repos, ça a été d'explorer la méditation. J'aurais jamais pensé méditer un jour parce que j'étais quelqu'un d'hyperactif. Moi, à cette époque, évidemment, je ne le savais pas et je ne posais pas ce mot. Mais j'étais quelqu'un Mmh. qui avait beaucoup de difficultés à rester 5 minutes en place dans un canapé, même pour regarder un film, ça devenait vraiment compliqué juste avant on va dire, que les coutures craquent. Heu et du coup, il a vraiment fallu que j'apprenne à me poser et puis à me déconnecter, à débrancher en fait du cerveau gauche. Et la première solution d'urgence qui s'est imposée à moi, ça a été la méditation. La deuxième solution qui est apparue aussi très rapidement, ça a été de se remettre en marche, mais sans but. Et là, ça a vraiment été de sortir, juste pour prendre l'air et pour aller me balader. Et à l'époque, je vivais encore en région parisienne et j'avais la chance de vivre sur les bords de Marne, et à peu près, je veux dire presque tous les jours en fait à cette époque-là, j'allais me balader sur les bords de Marne. Mmh. Tout simplement pour, respirer un bon bol d'air et puis, être connectée à autre chose que ce mental, qui prenait trop de place, en fait, à l'intérieur de moi. Et ça, vraiment, ce sont pour moi les 2 grandes recettes qui m'ont permis de me connecter à cet état de flow. J'ai appris que pour basculer du cerveau gauche au cerveau droit, il fallait faire ce que tout le monde appelle le lâcher prise, mais on parle de lâcher prise, mais encore faut-il comprendre ce que c'est. Et finalement, j'ai compris un petit peu par un chemin détourné, tout simplement en ayant ce besoin absolu de me reposer, de me poser. Et la méditation et les balades en nature ont vraiment été la clé, j'ai envie de dire, pour me reconnecter à cette créativité, à cet état de flow et à basculer dans ce cerveau droit que je n'avais que peu exploré finalement, en tout cas ces dernières années. Merci pour ce partage. Alors j'entends beaucoup de personnes qui, en effet, se disent, un peu dans l'incapacité de commencer la méditation parce que c'est difficile de se concentrer. Moi, j'entends beaucoup de gens autour de moi qui me disent: «Mais en fait, j'y arriverai pas ou je peux pas ou c'est pas pour moi». Et comment toi, tu as réussi à passer de cet état quelque part d'hyperactivité que tu soulignes jusqu'au déclic de se dire: «OK, je vais me poser et faire cette première méditation»? Ah, ça, c'est vraiment une excellente question. Alors déjà, je pense que là, il y a une espèce de libre arbitre qui se met en œuvre. Pour ma part,
j'étais dans un tel état d'urgence au niveau mal-être, parce que là on parle pas de bien-être, mais on parle de mal-être. Ça s'est imposé à moi. Enfin, j'avais juste envie d'aller mieux en fait. On va dire que à ce stade, il n'y avait pas d'autre solution que de se prendre en main. Et ce qui m'a aidée, ça a été tout simplement de commencer par des méditations guidées. Ce qui freine en fait la plupart des gens sur l'exercice de méditation, c'est vraiment le cerveau gauche, c'est le mental. Le mental fait tout pour maintenir des structures, des habitudes, une zone connue, une zone de confort. Et c'est comme si quelque part le mental ne voulait pas qu'on aille explorer son voisin, le cerveau droit, parce qu'il a très très peur de toutes les nouvelles idées ou nouvelles inventions qu'on pourrait y trouver. Le mental est un petit peu le gardien d'un périmètre de protection autour de nous, et puis quand on est en mode exploration, finalement, c'est comme un enfant qu'on va un peu du jour au lendemain laisser jouer un peu tout seul sur une aire de jeu. C'est-à-dire que soit on est un parent protecteur et on l'empêche d'explorer parce qu'on veut pas qu'il se fasse mal, soit on lâche un peu prise et puis on laisse l'enfant partir un peu sur l'aire de jeu, et puis on est juste là à surveiller du coin de l'œil pour voir si tout se passe bien. Donc le mental, c'est un petit peu un parent surprotecteur, si je puis dire, et il fait tout vraiment pour maintenir des modes de fonctionnement et des structures connues et pratiquées au quotidien. Et souvent, quand on veut commencer à pratiquer la méditation, c'est très compliqué parce que on a toutes les pensées, la to-do list, etc., qui reviennent. Et c'est vraiment effectivement toute la difficulté quand on est un méditant débutant, c'est d'accepter ça et de comprendre que avant d'arriver à être l'observateur de ses pensées, il peut se passer un certain temps, et de se dire que c'est pas grave, que l'essentiel c'est juste d'aller dans la méditation, chercher un peu de bien-être. Et vraiment, je trouve que les méditations guidées sont super pour ça, parce qu'en général, ce sont faits par des personnes qui ont des voix agréables, ce sont faits par des personnes qui vont choisir des musiques douces, etc. Donc qui savent faire pour créer un contexte rassurant et permettre plus facilement de basculer dans cet espace du cerveau droit. Mais très souvent, vraiment, la barrière principale, en réalité, c'est le mental qui va la poser. J'ai par exemple, tu vois, une petite fontaine chez moi pour faire couler de l'eau. Et ça, c'est assez révélateur. Les personnes qui viennent chez moi quand cette fontaine est allumée, les personnes qui sont très à l'aise dans le cerveau droit apprécient tout de suite ce son et cette ambiance, alors que les personnes qui sont encore très ancrées dans le cerveau gauche, souvent ça les gêne, et je vois bien à leur attitude qu'elles regardent du coin de l'œil cette fontaine qui les perturbe. Et donc en général, je finis bien sûr par leur proposer d'éteindre, parce que l'objectif, c'est pas de mettre les gens dans l'inconfort. Mais pour moi, ça c'est typique de personnes qui sont pas prêtes à lâcher prise, qui sont pas prêtes à sortir de cet espace du cerveau gauche pour s'autoriser à basculer dans quelque chose de plus doux dans le cerveau droit. Et qu'est-ce que toi, ça t'a permis finalement, ce chemin de reconnexion à ta créativité au travers de la méditation et des marches que tu as pu explorer, par exemple? La première chose, c'est vraiment ce fameux lâcher prise. C'est-à-dire que, avant même de parler de créativité, il y a une première étape qui a été d'accepter de lâcher mes modes de fonctionnement anciens qui étaient très ancrés dans mon mental. Donc tout un tas de programmes de fonctionnement, on va dire, quasi automatiques, et de finalement, en lâchant prise sur tout ça, m'autoriser à me reposer tout simplement, parce que j'étais quelqu'un qui était énormément dans le faire. Déjà au niveau santé, ça a juste permis à mon corps, si tu veux, d'aller mieux, d'être un peu plus calme, un peu plus en paix, si je puis dire. Et puis après, en avançant un petit peu plus loin sur le chemin, j'ai commencé à avoir, on va dire, des idées, en fait. Tout simplement, au cours d'une balade, j'avais des choses qui faisaient pop dans ma tête et je me disais: «Ah tiens, ça pourrait être sympa d'essayer ça», ou «Ah tiens, j'aimerais bien essayer de faire ça», et cetera. Et quand on arrive à ce stade d'avoir des idées, c'est un peu comme si on était prêt à reprendre une nouvelle impulsion dans la vie, parce qu'après avoir vécu cette étape de burn-out et après avoir été vraiment plongée dans toutes mes blessures, il y a eu un long travail pour moi avant d'arriver à rééprouver de la joie, à rééprouver du contentement. Et vraiment, à force de maintenir cette espèce de routine ou d'hygiène de vie autour d'être douce avec moi-même, j'ai fini petit à petit par récupérer une forme d'équilibre
et après même carrément à me reconnecter à des envies, tout simplement. Donc envie de dessiner, envie de faire une mosaïque, envie de retaper un meuble, envie d'écrire, envie de bricoler. Donc tout un tas d'activités que finalement j'avais toujours adorées, mais que au fil du temps et des années, j'avais complètement laissé de côté puisque j'étais rentrée dans un rythme de vie très intense, beaucoup de temps dans les transports en commun, un travail très prenant, des enfants en bas âge, enfin voilà, des choses que tout un tas de gens comme moi connaissent aujourd'hui. Et j'étais prise en fait dans ce rythme et il y avait plus du tout d'espace pour moi, il y avait plus du tout d'espace pour prendre du temps pour moi, pour exprimer cette créativité, pour faire des choses que j'aimais faire tout simplement. Donc j'étais un peu devenue, on va dire, mon propre esclavagiste. Je m'imposais constamment de ticker tout un tas de choses à faire sur une to-do list intérieure qui n'avait de cesse de tourner. Et vraiment, tout ce travail de méditation, de balade, de réapprendre à être douce avec moi-même, ça m'a permis petit à petit finalement de récupérer du bien-être et du coup de l'envie. De l'envie de faire d'autres choses, des choses pour moi, des choses qui me plaisent, et puis finalement, beaucoup d'amusement et beaucoup de plaisir dans des choses que je pouvais faire, au quotidien. Mmh. En effet, je pense que c'est important la distinction que tu fais entre récupérer d'abord le bien-être, puis ensuite avoir les envies, parce que je pense, on en a déjà discuté probablement ensemble, c'est le fait de récupérer son énergie qui permet finalement de libérer et cette créativité aussi, ces solutions et ces désirs. Alors que quand on est un peu plus bas en termes d'énergie vibratoire, ben, on n'arrive pas à avoir tout simplement cette inspiration, cette créativité. D'où l'important de savoir aussi pour chaque personne, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie parce qu'on est aussi tous différents et qu'est-ce qui vous permet ensuite de cultiver au quotidien un haut niveau d'énergie pour pouvoir la conserver. Là, Julie parlait de la méditation, des balades en nature. En effet, moi, c'est des choses que j'utilise aussi, hein. Et il y a aussi d'autres choses, qui peuvent convenir en fonction des personnes pour garder ce niveau d'énergie élevé, surtout quand on passe par des périodes qui peuvent être un peu plus difficiles. Ce qui fait partie du process aussi. Oui, et dans ce que tu dis, finalement, on pourrait le résumer de manière, assez simple dans ce qu'on appelle en psychologie, le travail avec l'enfant intérieur. Tous ces programmes, en fait, qui m'ont poussée dans cet état sont des programmes, qui se sont construits à l'intérieur de moi comme dans la plupart, pour la plupart des êtres humains, j'ai envie de dire. Entre 0 et 7 ans, on a tous, ce cerveau reptilien, en fait, cette construction de l'ego qui se fait autour du principe de survie. Donc on a, voilà, à l'intérieur de nous, ce cerveau qui résonne de la façon suivante: «Ah, pour que maman, continue de s'occuper de moi, de nourrir, et de m'aimer, il faut que je m'adapte à ce que maman attend de moi». Et on fait le même travail sans le savoir avec le père: «Ah, pour que papa, continue à me protéger, bah, il faut qu'il soit satisfait, de moi, de ma façon d'être». Alors je dis papa-maman, mais ça peut être n'importe quelle autre figure maternante ou paternante, hein. C'est ce que le psychologue Bowlby appelle la théorie du caregiver, celui qui prend soin de l'enfant. L'être humain étant tellement fragile, entre 0 et 7 ans, la survie est complètement dépendante, heu, de ces adultes qui vont s'occuper de nous. Donc en fait, notre construction égotique à cette époque se fait autour de satisfaire papa, maman ou les figures paternantes, maternantes pour s'assurer de leur amour et donc de leur protection et du fait qu'ils vont nous nourrir et donc de notre survie in fine. Et toutes les petites phrases qu'on va recevoir à cette époque, et notamment les injonctions, vont créer à l'intérieur de nous des programmes. Par exemple, moi parmi les injonctions, ou ce qu'on appelle aussi les drivers de T.B. Keller, j'avais sois parfaite, sois forte et dépêche-toi. Et ça, ce sont des phrases que j'ai souvent entendues. Par exemple, mon papa me disait souvent: «Dépêche-toi, dépêche-toi». Après, en France, par exemple, on a un système scolaire, à notre époque, qui était complètement basé sur, des notations et ça pousse au soi parfait. Donc toutes ces choses-là, en fait, on crée à l'intérieur de nous des croyances autour de: «Ah, pour qu'on nous aime, il faut qu'on se comporte et qu'on soit de telle ou telle façon». Et du coup, on dépense beaucoup d'énergie à créer des comportements, compensatoires, d'adaptation, et en créant ces comportements, on finit par s'associer à ces comportements et puis finalement on oublie un peu,
qui on était à la base, l'enfant tel qu'on est arrivé, notre identité réelle, elle se cache, elle est complètement cachée par tous ces masques qu'on a créés pour satisfaire les autres. Et toutes les blessures qu'on a écumées à cette époque, tous les moments où on a pu, je sais pas moi, avoir des parents en colère parce qu'on avait fait telle ou telle chose, tous ces programmes-là sont venus créer des blessures et toute la somme de ces mémoires, toute la somme de ces souvenirs, de ces émotions aussi parfois, si on n'a pas su ou si on n'a pas pu les libérer à cette époque, on les a gardées à l'intérieur de nous et on les a stockées. Et ça, c'est vraiment en psychologie le travail autour de l'enfant intérieur commence par d'abord aller nettoyer et épurer tout ça, toutes ces choses qui finalement remontent à la surface quand on est un peu plus âgé, ou tous ces programmes et ces comportements qu'on continue d'avoir, alors qu'en réalité, il est bien évident que quand j'ai craqué à 37 ans, j'étais toujours en train d'utiliser ces programmes-là. Je n'avais pourtant plus besoin de maman pour me nourrir, ni de papa pour me protéger, mais ils sont ancrés tellement profondément à l'intérieur de nous qu'il faut déjà arriver à les voir pour pouvoir les conscientiser et après décider de fonctionner autrement. Donc tout ça, c'est tout un travail parce que chaque comportement est équivalent à un chemin neuronal, donc il faut aller effacer l'ancien chemin pour en créer un nouveau. Donc ça prend évidemment beaucoup de temps. C'est pour ça que le chemin se fait sur toute une vie et pas seulement en un claquement de doigts. Mais tu as raison, du coup, tout ce travail qu'on va faire pour aller effacer ces chemins neuronaux qui ne nous correspondent plus parce qu'on s'est taillé un costume entre 0 et 6-7 ans et que si on continue à porter ce costume à 37 ans, il est bien évident qu'on se sent un peu étriqué à l'étroit et qu'on étouffe. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'aller déconstruire le vieux costume, comprendre pourquoi on l'a construit pour être en paix avec ça. C'est la première étape dans ce travail avec l'enfant intérieur. Et après, la deuxième étape, quand on se reconnecte à sa créativité, c'est une fois de plus se reconnecter à l'enfant intérieur, mais pas la partie blessée. La partie un peu plus originelle, si je puis me permettre, celle qui s'éclatait juste en observant une coccinelle dans l'herbe ou en faisant un dessin sans chercher un résultat particulier qui pouvait satisfaire papa et maman, juste pour le pur plaisir de dessiner. Et vraiment se reconnecter à sa créativité, tu as raison, je pense que ça passe par ces deux étapes de travail sur l'enfant intérieur. Commencer par mettre en lumière tout ce qui ne nous correspond plus aujourd'hui, laisser partir les vieilles émotions qui sont liées à cette époque, et puis petit à petit se reconnecter aussi à cette autre part de nous-mêmes qu'on était à ce moment-là, qui était plus joyeuse, plus heureuse, plus libre finalement, et de s'autoriser à refaire certaines choses. Par exemple, il y a une petite chose, j'oublierai jamais ce moment-là sur mon chemin. Donc, c'était vraiment les premiers moments où je commençais à me reconnecter à la joie après avoir, on va dire, un peu ramé sur le sable pendant quelques mois. Je me souviens avoir accompagné mes fils au parc et je regarde la balançoire et je me souviens à quel point j'aimais faire de la balançoire dans le jardin de mes parents quand j'étais enfant. Et un truc tout simple, je suis allée m'asseoir sur la balançoire et en prenant de l'élan, j'ai retrouvé dans le cœur, dans le va-et-vient, les sensations que j'avais autrefois. Et ça m'a fait tellement de bien, tellement de plaisir que c'était vraiment un moment intense de reconnexion finalement à cette joie intérieure que j'avais perdue ces derniers temps. Et ça a été voilà vraiment le premier pas vers cette reconnexion à ma créativité, ça a été m'autoriser à me comporter comme une enfant, à me détacher du regard des autres et à faire juste quelque chose que j'avais envie. Bon voilà, une adulte de 37 ans qui fait de la balançoire dans un parc pour enfants. Finalement, c'est pas bien grave quand on y pense, il n'y a pas de risque pour la survie. Et puis au final, voilà, ça m'a apporté beaucoup de plaisir et ça m'a réouvert petit à petit à oser faire d'autres choses comme ça derrière. Il y a la notion d'oser aussi qui est très importante parce que souvent c'est vraiment le regard des autres qui nous empêche de nous autoriser à faire certaines choses en matière de créativité. Et qu'est-ce qui peut aider à oser? Alors ça, c'est une excellente question. Et c'est là que j'ai envie de te dire, je reviens un petit peu à cette phrase de départ, de la contrainte naît la créativité. Ouais. Là, tu vois, à titre personnel, sur mon chemin, là où j'en suis en ce moment, donc j'ai décidé de réagencer ma vie, j'ai déménagé, et cetera. Donc je suis dans un nouveau lieu de vie, il faut que je me recrée un carnet d'adresses, il faut que je trouve de nouvelles opportunités professionnelles pour bien gagner ma vie, et cetera. Et je suis dans une maison où j'ai quand même des travaux à faire. Bon, je suis sous contrainte financière, donc ça m'oblige, si tu veux, à ne pas choisir la facilité d'aller à Leroy Merlin acheter tout ce dont j'ai besoin, ce qui était si facile pour moi autrefois. Donc comme j'ai pas un budget extensible à l'infini, je suis bien obligée d'aller chercher des solutions là où j'aurais pas imaginé avant. Donc j'ai par exemple
mes parents qui avaient démonté l'ancienne cuisine de ma grand-mère, bah, je l'ai récupérée et j'ai retapé les meubles. Alors j'ai tous les meubles qui étaient des meubles à cocher au mur, j'en ai fait des meubles bas, j'ai remis des pieds, je les ai assemblés entre eux, je les ai peints à des couleurs un peu plus d'aujourd'hui. Et en fait, j'ai pris énormément de plaisir à faire ça parce que un autre de mes dadas, c'est de redonner une seconde vie aux objets un peu abandonnés ou oubliés. Et en plus, bah, ça m'a permis voilà, d'avoir des meubles dans ma cuisine pour mettre ma vaisselle, tout simplement. Où là, en ce moment, je suis en train d'essayer de créer des coffrages autour de tuyaux de plomberie, etc., pour les cacher parce que c'est pas très joli. Bah, je suis allée explorer dans le grenier, voir ce que l'ancien propriétaire avait laissé, et j'ai utilisé des matériaux que j'aurais certainement pas utilisés habituellement, mais puisque j'avais des matériaux plus sensibles à l'eau et que c'était dans la salle de bain, je me suis dit ah bah tiens, je vais refaire de la mosaïque, je vais les couvrir, comme ça va protéger, etc. Et puis de fil en aiguille, je sais qu'au final, je vais arriver à quelque chose qui va être sympa, qui sera pas du tout ce que j'avais planifié au départ, mais c'est pas grave parce que ça va remplir la fonction de cacher les tuyaux, et puis ce sera au final une jolie surprise, ce sera comme ce sera. Mais ça m'aura certainement poussé à être plus créative pour pouvoir le finaliser que si j'étais allée à Leroy Merlin acheter pile poil la plaque de contreplaqué aux bonnes dimensions. Donc je dirais que vraiment la contrainte joue aussi un rôle, parce que si on reste dans un univers connu, un contexte connu, oui, bien sûr, on peut explorer sa créativité juste en prenant une feuille de dessin et en faisant avec des feutres des dessins. Il n'y a pas besoin non plus d'être sous une contrainte extrême. Mais tout ça part toujours d'un besoin de quelque chose au départ, soit un besoin de se détendre, soit un besoin d'améliorer son confort de vie, soit, je sais pas moi, un besoin de créer du lien, et du coup, bah, on va se retrouver poussé à sortir de sa maison pour aller explorer un champ des possibles, et on l'aurait pas forcément fait comme ça si la contrainte n'avait pas été là à la base. Mmh. Intéressant. Merci de partager avec nous ton exemple, en effet, qui amène quelque part à aller chercher des solutions et et justement la créativité permet, de trouver des solutions qu'on n'aurait pas de prime abord dans notre éventail. Alors moi, je me posais une question, Julie, par rapport à ce que tu disais avant sur l'enfant intérieur, la les prises de conscience que tu as eues. Comment ça a impacté, ton positionnement en tant que maman? Bah, alors là, j'ai envie de te dire, ça a été, un tsunami, un raz-de-marée parce que, bah, la prise de conscience de tous ces ce qu'on appelle des masques compensatoires ou comportements compensatoires, hein, de fonctionnement, ça m'a d'abord mis face à mes propres comportements. Et en tant que maman, je reproduisais beaucoup de schémas, et notamment, comme j'avais souvent trouvé l'inspiration auprès de mon père, que j'aime beaucoup, hem, bon, j'avais reproduit, des choses telles que l'autorité, j'étais très, contrôlante aussi. Donc quand j'ai compris que tout ça, c'était soit lié à des répétitions de schémas, soit, lié à des blessures, le fait de contrôlant, souvent, c'est lié à la blessure de trahison. Je voyais l'impact que ça pouvait avoir sur mes enfants qui ont 2 profils, assez, différents. Heu, alors pour mettre un peu de contexte dans tout ça, on a tous des grilles de lecture, hein, pour arriver à comprendre un peu qui on est. Moi, la grille de lecture qui m'a été très utile, qui est un peu, spirituelle, c'est la grille de lecture du yin et du yang, Mmh. qui sont aussi équivalentes, yin énergie féminine, yang énergie masculine. Donc moi, j'ai une énergie primordiale qui est très masculine. Et souvent, les blessures primordiales associées au yang sont la blessure d'abandon et la blessure de trahison. Bon, je vous rassure tout de suite, hein, j'ai les 5 blessures de programmées, ça y a pas de problème, je les ai toutes travaillées. Étonnant. Mais les 2 dominantes pour moi sont ces 2 blessures-là. Et en fait, ça donne au final des modes de comportement qu'on peut assez facilement reconnaître chez les gens. Donc la blessure d'abandon, c'est la dépendance affective, le fait d'aller chercher l'amour à l'extérieur de soi, donc d'être parfois très dépendant de certaines personnes,
on va dire de les coller un peu, hein, pour résumer. C'est pas très joli, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et la blessure de trahison, voilà, va donner des comportements contrôlants. Donc pour ne pas être trahi, on va chercher à contrôler les autres, à contrôler le futur, à anticiper au maximum pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et donc, moi, mon profil est plutôt yang, et plutôt masculin. Et dans mes fils, j'ai un de mes fils, mon fils aîné, qui a un peu le même profil que moi, et mon autre fils qui a un profil un peu yin. Donc ce que ça a donné avec mes enfants, c'est que j'ai transféré toutes mes casseroles à mon fils aîné qui a un profil un peu yang, puisque malheureusement j'ai commencé ce travail un peu tard pour lui éviter ce transfert de programme. Et sur mon autre fils qui est plutôt d'énergie yin, on était en opposition de blessure. Donc il y avait un miroir entre sa blessure principale qui est plutôt de type rejet, et ma blessure principale qui est plutôt de type abandon et trahison. À chaque fois que je voulais le contrôler, en fait, je restreignais son enfant intérieur à lui. En tant que yang, souvent on est très attaché aux règles, aux moules et aux cadres, donc on va avoir des profils plutôt rigoureux, alors qu'un profil yin va être très connecté à son enfant intérieur et va avoir un grand besoin de liberté. Donc j'étais constamment en train de réduire cet espace de liberté pour mon deuxième fils, ce qui le mettait finalement en rage, en colère, parce que il tenait à cette liberté, il avait du mal à supporter que je la restreigne. Et moi, je ne comprenais pas du tout à l'époque ce qui se jouait entre nous. J'avais juste l'impression que je ne pouvais rien en faire, alors que c'était tellement plus facile avec l'aîné, qui était un peu, quelque sorte, mon mini-moi en matière de programme. Donc quand j'ai commencé à travailler sur moi, à me reconnecter à mon enfant intérieur et faire remonter toutes les blessures, et comprendre que mes comportements d'aujourd'hui étaient complètement liés à ces blessures. À chaque fois que quelqu'un venait activer la blessure, boum, je redevenais autoritaire ou contrôlante. Ça m'a poussée en fait à travailler encore et toujours et à ne jamais lâcher prise sur la volonté de changer ces comportements-là. Parce que j'ai bien observé à un moment donné que quand j'étais dans le lâcher prise, tout de suite ça apaisait les relations avec mon deuxième fils. Tout de suite, naturellement, il était apaisé, il allait mieux, alors que dès que je repartais dans cette énergie de contrôle, automatiquement, il était de nouveau en opposition avec moi. Donc, vraiment, me reconnecter à mon enfant intérieur, ça m'a permis de mieux comprendre qui j'étais, et puis finalement, au travers de ça, de mieux comprendre de quoi ils pouvaient, eux, avoir besoin. Et, du coup, d'aller traquer en moi, à chaque fois que j'avais ces masques qui revenaient à la surface, de me dire: «Mais pourquoi ça revient encore? Quelles sont les mémoires et les souvenirs que je n'ai pas évacués?» Parce que dans le concept de cheminement personnel, tant qu'on a ces comportements compensatoires, c'est parce qu'il y a encore des vieilles mémoires ou des vieux souvenirs à l'intérieur qui n'ont pas été libérés, finalement. Et donc ça m'a poussée à aller encore et encore toujours plus en profondeur, à faire ce travail pour arriver à maintenir au quotidien un niveau d'énergie, puisque tu parlais d'énergie tout à l'heure, qui soit suffisamment satisfaisant pour moi, pour que je sois disponible de la bonne façon pour mes enfants. Et pour les autres, d'une manière générale, mais l'idée, c'est d'abord remplir sa propre coupe. Quand on est dans des notions un peu plus ésotériques, l'énergie d'amour dans les tarots, par exemple, c'est associé à la coupe. La coupe, c'est aussi ce qu'on nous donne quand on est baptisé dans la religion catholique, la quête du Graal. Le Graal, c'est une coupe. On a tous à l'intérieur de nous, je pense, une coupe d'amour pour nous-mêmes. Et c'est notre capacité à nous connaître suffisamment pour savoir comment remplir cette coupe, qu'on va être en mesure de la faire déborder. Et quand elle déborde, tout ce qui déborde, c'est ça, ce qui devrait finalement être distribué aux autres. Si on n'est pas capable de remplir sa coupe et que le peu qu'on a pour nous, on le distribue aux autres, au bout d'un moment, la coupe est complètement vide. On est vide en énergie et ce qu'on va donner aux autres sera de mauvaise qualité. Donc il est vraiment pour moi important de se connaître suffisamment pour savoir comment remplir cette coupe et avec quelle énergie de qualité, pour qu'à un moment donné, il y en ait suffisamment pour pouvoir le redistribuer aux autres, et que ce que je redistribue aux autres soit, une fois de plus, une énergie, un amour de qualité. Et vraiment ça a été, mes enfants ont été le moteur en fait, pour maintenir le cap de ce travail, parce que c'est vraiment un travail de fond et de résilience, parce que là ça fait maintenant à peu près, on va dire, 3 ans et demi que j'ai entamé ce chemin, ce travail de cheminement personnel.
Ce que je peux travailler aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que je travaillais 3 ans en arrière, mais c'est vrai qu'au début, c'est très douloureux, hein, parce que on se dit: «Mais ça revient, c'est sans fin, c'est c'est infernal». Il y a beaucoup d'émotionnels très anciens qui remontent à la surface régulièrement pour être libérés et et du coup, bah, il faut quand même développer une certaine résilience et moi, la résilience, le moteur de ma résilience, je l'ai trouvé effectivement dans mes enfants. Me dire, avoir des relations de qualité avec eux, c'est ce qui était le la plus grande motivation pour moi pour continuer, ce travail, autour de libérer, les vieilles émotions. Mmh. Merci à toi pour ce partage. Et par rapport à ton chemin, selon toi, comment est-ce qu'on pourrait transformer, améliorer nos systèmes, notamment éducatifs, pour permettre aux futures générations de, quelque part, tirer parti des enseignements qu'on a eus et d'être davantage peut-être axés sur la connaissance de soi, l'amour de soi, on parlait de la coupe tout à l'heure et plus de bien-être pour eux? Alors c'est un sacré sujet, ce que tu me poses là. Mmh mh. Je dirais que dans un premier temps, charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce qu'on peut vite être rattrapé, par la posture de sauveur, heu, qui est, dans ce qu'on appelle le triangle de Cartman. Une façon que peuvent avoir certaines personnes et notamment, c'est mon cas et c'est souvent le cas pour les personnes qui ont des énergies primordiales plutôt masculines, plutôt yang. On peut avoir tendance à vouloir aller, sauver les autres ou changer un système, changer des choses qui sont extérieures à nous. Parce que ça, c'est une petite stratégie, masquée de notre ego, de notre cerveau gauche, pour ne pas s'occuper de nous. Donc je dirais que la première étape avant de parler de changer de modèle éducatif à titre personnel ou plus largement dans l'éducation telle qu'elle est pensée aujourd'hui, je pense que si déjà, on était un maximum de personnes à faire ce travail sur nous, il y aurait un apaisement général dans la société et dans le mode de fonctionnement, qui fait que de toute façon les choses se mettraient en œuvre naturellement. Bien évidemment, on n'a pas ce pouvoir sur les autres, on a le pouvoir de décider de cheminer uniquement pour soi-même et heureusement quelque part, parce que si on avait ce pouvoir sur les autres, ce serait plutôt dangereux. Mais je dirais que la première étape déjà, c'est de s'occuper de soi. Après, ce que je peux observer, au travers des finalement des enseignements que mes fils ont reçus, dans les écoles dans lesquelles ils ont été, heu, les choses bougent quand même, globalement, je trouve. Mon deuxième fils faisait par exemple, du yoga, à la maternelle, ce qui est quand même une pratique de détente superbe et d'ailleurs il a adoré ça et lui qui a vraiment un besoin, d'ancrage important pour évacuer, la colère ou les émotions très lourdes, il a tout de suite aimé ça. Donc je pense qu'il y Mmh. a quand même aujourd'hui dans la société et dans le monde enseignant, au niveau individuel, des gens qui se sensibilisent de plus en plus aux besoins des enfants parce qu'ils se sont eux-mêmes sensibilisés à leurs propres besoins. Mon fils aîné, lui, est tombé à un moment donné dans une classe où l'enseignante avait tout de suite cerné qui il était, son besoin de reconnaissance extérieure, hein, qui est typique de la blessure d'abandon, que que je portais et que je porte encore un peu aussi. Et elle avait tout de suite compris comment il fonctionnait. En échangeant, je me suis aperçue de cette force qu'avait cette enseignante de comprendre en fait les enfants. Et une fois de Mmh. plus, ça a été quand même une jolie surprise de me dire bon, on parle toujours du moule, de l'éducation nationale, patati patata. Mais je me suis dit, l'évolution que moi je connais à titre personnel, il est clair que beaucoup d'autres personnes la connaissent aussi aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui fera évoluer les choses petit à petit. Après, si on pouvait apporter quelque chose, ou en tout cas si moi, en tant qu'enfant, j'avais pu recevoir certains enseignements qui auraient pu m'aider, je pense qu'il y aurait eu beaucoup à faire sur les émotions. Parce qu'on est vraiment dans une société qui réprime l'émotion, qui ne la reconnaît pas, alors qu'on a tous, sans exception, un cerveau limbique et qu'on le veuille ou non, ce cerveau limbique produit constamment des émotions. Et le fait de ne pas les reconnaître, de ne pas les accepter, eh bien, ça revient à ne pas les libérer.
Et quand elles ne sont pas libérées, elles sont tout simplement stockées. Alors c'est un état vibratoire, ce n'est pas visible, c'est pour ça évidemment qu'on n'en parle pas ou qu'on en prend difficilement conscience. Mais on pourrait comparer ça à un sac à dos rempli de briques. Donc j'ai envie de dire, libérer la parole autour de l'émotion, par exemple, accepter qu'un enfant qui vient de tomber puisse pleurer parce qu'il s'est fait mal, ça, par exemple, c'est un cadre, que ce soit au niveau parental ou au niveau scolaire, Mmh. qu'il faut apprendre à mettre en place. Et pourquoi la plupart des adultes ne le font pas? Parce que souvent l'émotion d'un enfant, quand elle est trop intense, elle vient frapper sur tout ce sac à dos de briques qui est encore là. Ça fait rentrer en résonance leurs propres vieilles émotions refoulées d'enfants. Et souvent, on va avoir des réflexes comme: «Non, non, mais arrête de pleurer, tu t'es pas fait mal». Donc là, ce qu'on enseigne dans ce moment-là, c'est le refoulement de l'émotion. Et Mmh. moi, quand j'ai un peu, on va dire, explosé en vol, ce qui m'est arrivé était plutôt positif finalement, parce que j'ai énormément pleuré du jour au lendemain, je savais pas trop pourquoi. Mais ça reste assez positif de pleurer, parce que c'est une façon de l'évacuer, là où les gens malheureusement qui ne s'autorisent pas à pleurer, eux, finissent par vraiment rentrer dans des états dépressifs, parfois profonds. Mais créer un espace pour autoriser l'expression de l'émotion, ça je pense que ce serait quelque chose de bien. Et aussi, ce qui serait, je pense, intéressant aussi, c'est d'apprendre comment évacuer ses émotions. Parce qu'évidemment, on a le droit d'être en colère. Par contre, exprimer de la colère ne revient pas à tout autoriser. C'est-à-dire que si, quand je suis en colère, je tire les cheveux de mes copains ou je donne des coups de pied, Mmh. là, on rentre dans l'espace personnel de l'autre. Donc, c'est pas un comportement qu'on peut accepter en société, mais plutôt de proposer aux enfants des solutions alternatives. Ça peut être d'aller courir dehors, taper dans son oreiller, mais voilà, en fait, apprendre aux enfants comment ils peuvent faire pour libérer toutes ces émotions. Et là, ça va être vraiment spécifique et propre à chacun. On a tous nos recettes pour ça. Aller dans la nature permet vraiment d'ancrer les émotions et d'évacuer. Ça peut être faire du sport. Et pour beaucoup de personnes, ça peut aussi être se connecter à la créativité. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, Mmh. on parle de créativité comme de l'espace solution, mais ça peut aussi être un espace de libération. Si on aime peindre ou si on aime danser, tu pratiques la danse de ton côté, Dounia. Mmh. Toutes ces formes d'expression finalement créatives peuvent aussi tout à fait permettre la libération de certaines émotions. Moi, ça m'est arrivé de pleurer en faisant des dessins, hein. Je savais pas pourquoi, mais j'ai juste accepté et laissé couler, et dans ces moments-là, ne surtout pas réprimer les larmes, accepter qu'elles soient là et qu'elles coulent et qu'elles libèrent ainsi tout ce qu'elles ont à libérer, qui n'est pas visible et qui pourtant est là et qui pèse dans le sac à dos. Donc je pense que si déjà, dans le système éducatif, on sensibilisait les enfants à la réalité de ces émotions, à s'autoriser à les laisser partir, les exprimer pour les laisser partir, et puis aussi les sensibiliser à comment on peut le faire pour pas non plus aller dans l'affrontement avec les autres, parce que sinon on va aller déclencher de la colère ou de la peur chez les autres. L'objectif, c'est pas de transmettre son panier d'émotions toxiques aux copains d'à côté, mais bien de trouver une solution pour l'évacuer sans que ça nuise aux autres d'une manière générale. Oui, complètement. On parle aussi de contagion émotionnelle et en effet, une des clés est là. Le sujet de l'émotion est un sujet qui, en effet, prend davantage de place. Donc je pense, il y a de plus en plus de prise de conscience dans nos sociétés, à la fois, dans le système éducatif, mais également en entreprise. Par rapport à ton parcours, au burn-out aussi que tu as vécu, qu'est-ce qui aurait pu t'aider dans le milieu de l'entreprise, peut-être à mieux vivre cette phase que tu as traversée? Alors c'est une bonne question dans le sens où, j'ai eu la chance d'avoir des expériences dans des entreprises où j'avais beaucoup d'outils. Et puis, il y a eu d'autres expériences dans d'autres entreprises où il y avait pas forcément, l'espace de la parole ou des choses de ce type. Hem, je sais pas si finalement, c'était, à l'entreprise de répondre à ce besoin-là, parce que je pense que là, arrivé à ce stade, c'est vraiment tous mes programmes à moi qui se sont emballés. J'ai eu conscience, assez tôt que dans le monde du travail, mon pire ennemi, c'était moi, parce que j'avais un niveau d'exigence avec moi-même qui est terrible.
Et mon souci numéro 1, je pense, a été mon perfectionnisme et mon besoin de reconnaissance extérieure. C'est-à-dire que pour avoir le sentiment d'être quelqu'un qui faisait bien son travail, j'avais besoin que ce soit d'autres qui me le disent. J'étais pas capable de me le dire à moi-même. Et du coup, pour qu'on me le dise, j'avais ce besoin de produire des choses absolument parfaites. Et du coup, je me mettais constamment la rate au courbouillon dans tout ce que je faisais. Donc ça, cumulé à une charge de travail assez conséquente, faisait que finalement, c'était un peu le cercle vicieux qui ne pouvait que me pousser vers cette porte. Ce qui a changé la donne quand même entre les entreprises où c'était plutôt où il y avait beaucoup d'outils et l'autre, notamment la dernière, c'est quand même l'espace offert à la parole. Dans l'entreprise dans laquelle il y avait beaucoup d'écoute, on avait un système managérial très présent et on avait la possibilité de remonter ce qui nous convenait, ce qui nous convenait pas, là où on avait bloqué, etc. Il y avait un espace d'échange et de dialogue. Donc en fait, on pouvait aller déposer notre stress et nos problématiques. Alors ça veut pas forcément dire que ça donnait systématiquement lieu à une approbation ou quoi que ce soit, mais au moins on pouvait décharger ce qui pesait dans le sac à dos. Dans la dernière entreprise, où finalement ça a été plus compliqué, je n'ai pas retrouvé cet espace. Mais finalement, c'est comme une sorte d'enseignement pour moi, parce que ce que j'ai compris de mon propre cheminement, c'est que cet espace, c'est à moi d'apprendre à le créer pour moi-même. Donc j'ai envie de dire, c'était comme une espèce de suite logique. Finalement, j'avais été certes un peu cocoonée dans une de mes entreprises et je ne l'ai pas été dans la suivante. Mais c'est bien parce que je suis tombée, finalement, que j'ai fait ce travail de prise de conscience et que j'ai pu décider de fonctionner autrement. Si je n'étais pas tombée, si je n'avais pas vécu un contexte environnemental de mise sous contrainte, si je puis dire, j'aurais jamais fait ce travail sur moi. Parce que c'est assez humain, mais c'est finalement l'inconfort qui nous pousse à évoluer. Donc après, si dans une entreprise, j'ai envie de dire, il y avait des choses à faire pour accompagner au mieux les salariés, je dirais c'est déjà donner un maximum d'outils de compréhension autour de qu'est-ce que c'est que le bien-être, qu'est-ce que c'est que le dialogue, qu'est-ce que c'est que la créativité, qu'est-ce que c'est que la communication assertive. Je pense qu'en entreprise, ça c'est le sujet le plus important. Comment communiquer ses besoins et ses valeurs dans le respect du besoin et des valeurs de l'autre. Donc je dirais surtout des outils et des sujets de ce type, de la compréhension d'une manière générale autour de comment on fonctionne en tant qu'être humain et de qu'est-ce qui fait que parfois on bascule dans cet espace de la réaction. De bien comprendre que c'est lié à des blessures, que c'est lié à notre petite enfance, que c'est lié à tout un tas de vieux sujets finalement. Et après évidemment, libre à chacun d'aller explorer ça ou pas, quoi. Et là, c'est là que vraiment je te dis, je pense que ce qui nous pousse à la décision d'aller explorer ça, malheureusement, très souvent, c'est parce qu'on est passé par la case d'une certaine forme de mal-être. Mais les entreprises de demain, je pense, seront tournées vers les notions de bien-être. On le voit de plus en plus aujourd'hui. Et je pense qu'elles sauront avoir les outils, mais ce n'est pas parce que les outils seront là que ça changera forcément 100% de la donne, parce qu'il y aura toujours ce libre arbitre propre à chaque être humain, de dire j'y vais ou j'y vais pas, quoi, au final. Bien entendu, c'est là que quelque part la co-responsabilité aussi individuelle, organisationnelle et collective, se met en place. Je me souviens d'une étude qui a été faite par un grand cabinet sur le sujet du sens au travail, où justement il y a un questionnaire qui était administré pour se poser la question, c'était la responsabilité de qui le sens au travail? Il y avait une disparité de responsabilité dans les retours, où certains disaient que c'était la responsabilité des individus, donc c'était à eux de se poser les propres questions. D'autres, c'était la responsabilité de l'organisation. Et en fait, c'est là qu'on voit quelque part le chemin, la zone grise entre des systèmes qui se créent avec des humains. Donc c'est là où les deux entrent en interaction. Et à mon sens, en effet, comme tu dis, il y a les chemins individuels, mais il y a aussi le côté collectif et organisationnel qui se crée, puisqu'on passe
voilà, en moyenne 10 heures par jour au travail. Et c'est important aussi que ce soit aligné avec, avec qui on est, son bien-être. Et comme tu le dis, beaucoup d'entreprises innovent aussi et se repositionnent par rapport à ce sujet-là. Et je pense que c'est là où c'est aussi intéressant d'avoir des retours d'expérience quelque part par rapport à des personnes qui ont vécu certains chemins, à des partages pour pouvoir réinventer et transformer comme on le fait en continu au mieux à partir des expériences des prédécesseurs, si je puis dire. Hem, Peut-être une dernière question avant de clôturer cet échange. Si je te dis reconnecter, les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible, qu'est-ce que ça t'inspire? Reconnecter les mondes de l'art, de l'entrepreneuriat et du sensible. Bah, ça m'inspire finalement la notion de plein alignement. Ça m'inspire, ça m'évoque un peu le travail que je fais sur moi-même ou la prise de conscience que j'ai eue au travers du fait qu'il fallait d'abord comprendre qui on était, quelles sont nos valeurs profondes et qu'est-ce qu'on souhaite, apporter au monde finalement. Et une fois qu'on a cette compréhension-là, ça nous donne un peu, la direction sur la boussole de savoir, où aller, heu, dans notre vie, professionnelle, mais aussi dans notre vie, personnelle finalement. Et du coup, de choisir de suivre cette boussole pour pouvoir, finalement, arriver à cette satisfaction ou cette quête de sens dont tu parlais tout de suite. Bon après ça fait référence vraiment à des croyances, personnelles, mais je me suis rendu compte que, ce qui m'avait, amenée au burn-out, c'était aussi le fait de mettre mon énergie au service d'un système de valeurs qui ne correspondait pas au mien. Et donc, pour pouvoir mettre son énergie, au service de son propre système de valeurs, encore faut-il avoir conscience de quelles sont ces valeurs. Et puis, une fois qu'on en a pris conscience, c'est de se mettre en marche, c'est de nouveau oser, comme on le disait tout à Mmh. l'heure, oser des choses nouvelles, oser expérimenter. Et là, j'ai envie de te dire, on rejoint de nouveau le sujet de la créativité parce que souvent, ce qui va faire barrière à cette notion d'oser expérimenter, d'oser libérer sa créativité, ça va être la quête du résultat ou la quête d'une certaine forme de perfectionnisme. Donc il faut vraiment retourner dans cette idée qu'on peut prendre du plaisir dans ce qu'on fait et qu'on peut être, avoir envie juste de s'amuser dans son travail et que je pense que quand on arrive là, c'est que vraiment on a fait le plus gros du chemin. Et j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour tous les gens qui s'éclatent au travail et qui mettent en œuvre, leur passion d'enfance. Parce que je me dis que finalement ils ont réussi à faire tout ce travail de Mmh. comprendre qui ils étaient, qu'est-ce qui était important pour eux et de le mettre en œuvre au quotidien et au final de gagner leur vie avec ça. J'ai rencontré récemment une jeune BDiste dans le cadre d'une interview pour un journal local. Et c'est une personne qui m'expliquait qu'elle avait fait une école d'architecte parce que ses parents ne souhaitaient pas qu'elle aille sur ce chemin de la BD, du dessin, parce qu'ils avaient peur qu'elle gagne pas sa vie, etc. Et donc elle a fait comme beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire qu'elle elle a fait l'école d'architecture, elle a cherché à satisfaire papa et maman, et puis elle s'est retrouvée dans une vie professionnelle qui n'avait pas de sens pour elle. Et elle a eu ce courage d'oser, de se lancer. Et quand je lui demandais, à la fin, quel conseil elle pourrait donner aux artistes en herbe, c'était, son conseil a été, d'oser et de ne surtout pas avoir peur de rater au début, de ne pas avoir peur de l'échec. On est dans une société qui ne laisse pas beaucoup de place à l'échec et pourtant c'est l'échec qui permet de se construire, c'est pas la réussite. Mmh. Quand on est un enfant et qu'on apprend à marcher, on tombe un nombre incalculable de fois avant d'arriver à marcher, mais Ça. ça, quand on est adulte, on l'oublie. Donc je pense qu'il faut oser, expérimenter, tenter des choses. Bon, si ça marche pas dans cette direction-là, j'essaye autre chose et être quelque part un peu, l'explorateur de ses envies finalement et de voir, qu'est-ce qui peut, en sortir, au final et qu'est-ce qui peut bien évidemment aussi
nous permettent de gagner notre vie, parce qu'il faut quand même pas oublier que ça reste encore aujourd'hui, ça ne le sera peut-être pas toujours, mais ça reste quand même un peu aujourd'hui le nerf de la guerre, c'est quand même de gagner sa vie pour satisfaire ses besoins sécuritaires fondamentaux. Complètement, complètement. Remettre aussi l'énergie d'argent au service du sens et des valeurs. Oui, exactement. Merci beaucoup Julie. Je te propose, un espace de partage, avant de finir ce podcast ensemble. Alors, à quel sujet? Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu souhaiterais que je partage en particulier? Ce que tu veux, c'est carte blanche. Un espace de partage carte blanche. Qu'est-ce que je souhaiterais communiquer aux personnes qui nous écoutent? C'est un exercice difficile que tu me fais faire parce que j'aurais tellement de choses à dire. Bah, je dirais, oser. Oser vraiment, oser tenter des nouvelles expériences, oser vous faire plaisir. Oser vous écouter, oser vous arrêter, prendre du temps pour Mmh. vous reposer. Oser sortir en fait du système un peu esclavagiste dans lequel on est, et quand je parle d'esclavagisme, souvent je pense à notre mental, hein, parce qu'on est, comme je le disais tout à l'heure, souvent le pire ennemi qu'on a souvent c'est une partie de nous-mêmes, hein, c'est rarement l'autre. Donc prendre conscience de ça et oser dès qu'on le peut prendre voilà, un temps pour soi, un temps de réflexion, un temps de repos, un temps en dehors du monde, dans sa bulle, pour pouvoir se ressourcer et pas à pas apprendre à connaître qui on est vraiment, finalement. Mmh. Merci beaucoup Julie pour ce partage et pour cette interview et pour ta présence avec nous. Un grand merci à toi, Dounia, pour cette opportunité. À très bientôt. Salut. Au revoir à tous. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté? Si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion.podcast.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.